Combien de fois vous êtes-vous senti coincé à dire oui alors que vous pensiez non, à sourire poliment face à des remarques qui vous blessent, à accepter des demandes qui vous épuisent? Si vous vous reconnaissez dans ces situations, cette vidéo est faite pour vous. La gentillesse, cette qualité qu'on nous a tant vantée depuis l'enfance, peut devenir notre pire ennemi quand elle devient excessive. Dès notre plus jeune âge, on nous répète qu'il faut être gentil, serviable. Les gentils sont récompensés, les méchants sont punis. Ce conditionnement social nous pousse à confondre gentillesse et soumission, bienveillance et effacement de soi. Mais aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe de la gentillesse à tout prix. Je vais vous expliquer pourquoi être trop gentil peut littéralement ruiner votre vie, vos relations et votre santé mentale. Et surtout, je vais vous montrer comment sortir de ce piège sans devenir une personne toxique pour autant. Car oui, il existe un chemin entre le paillasson et le tyran, entre la victime et l'agresseur. Ce chemin, c'est celui de l'authenticité et du respect mutuel. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les conséquences souvent invisibles de la gentillesse excessive, comprendre pourquoi nous tombons dans ce piège et surtout, apprendre des techniques concrètes pour en sortir. Préparez-vous à remettre en question vos automatismes et à découvrir une nouvelle façon d'être en relation avec les autres, une façon qui respecte autant vos besoins que ceux des autres. Car paradoxalement, en apprenant à être moins gentil, vous deviendrez une bien meilleure personne, tant pour vous-même que pour votre entourage. Sujet numéro 1. Les conséquences négatives d'être trop gentil vous semblent peut-être exagérées, mais elles sont bien réelles et peuvent avoir un impact dévastateur sur votre vie. Commençons par la première conséquence, devenir le paillasson de service. Ça commence toujours innocemment. On vous demande un petit service, puis un autre, et encore un autre. Les gens remarquent que vous ne refusez jamais, alors ils en profitent. Au bureau, vous devenez celui qui reste tard pour aider les autres. Dans votre famille, vous êtes celui qui organise tout, qui règle tous les problèmes. Vos amis savent qu'ils peuvent vous appeler à n'importe quelle heure, vous serez toujours disponible. Et petit à petit, votre gentillesse devient votre prison. Deuxième conséquence, l'accumulation du ressentiment. C'est comme une cocotte minute émotionnelle. Chaque fois que vous dites oui, alors que vous voulez dire non, chaque fois que vous souriez, alors que vous bouillonnez intérieurement, vous ajoutez de la pression. Vous commencez à en vouloir aux autres de profiter de vous, alors que c'est vous qui n'osez pas établir des limites. Ce ressentiment peut exploser de manière totalement disproportionnée, souvent pour un détail insignifiant qui fait déborder le vase. Troisième conséquence, la perte du respect des autres. C'est un phénomène fascinant. Plus vous êtes disponible et accommodant, moins les gens vous respectent. Ils commencent à vous prendre pour acquis, à ne plus valoriser votre temps ni vos efforts. Vos opinions sont moins écoutées, vos besoins moins considérés. Dans le monde professionnel, cela peut se traduire par des promotions manquées ou des augmentations refusées. Dans vos relations personnelles, les gens commencent à prendre des décisions sans même vous consulter, sachant que vous vous adapterez de toute façon. Mais le plus pervers dans tout ça, c'est que cette gentillesse excessive finit par saboter l'objectif même que vous recherchiez au départ, être apprécié et maintenir de bonnes relations. Au lieu de cela, vous vous retrouvez épuisé, amer, entouré de personnes qui vous exploitent, pendant que les gens équilibrés et sains s'éloignent, mal à l'aise face à votre manque d'affirmation de soi. Sujet numéro 2. Parlons maintenant d'une distinction cruciale que peu de gens comprennent vraiment. La différence entre la gentillesse et la faiblesse. C'est comme la différence entre donner de l'argent à quelqu'un parce qu'on le veut et se faire voler son portefeuille. Le résultat peut sembler le même, l'autre personne a votre argent, mais le contexte et les implications sont radicalement différents. La vraie gentillesse vient d'une position de force et de choix conscient. Quand vous choisissez d'aider quelqu'un en pleine conscience de vos capacités et de vos limites, c'est de la gentillesse. Mais quand vous dites oui, parce que vous avez peur du conflit, parce que vous craignez d'être jugé ou parce que vous vous sentez coupable, ce n'est plus de la gentillesse, c'est de la soumission déguisée. Prenons des exemples concrets.
Imaginez que vous prêtez 50 € à un ami. Dans le premier scénario, vous avez évalué votre budget. Vous savez que vous pouvez vous permettre ce prêt et vous choisissez librement d'aider. C'est de la gentillesse. Dans le second scénario, vous avez besoin de cet argent pour payer vos factures, mais vous n'osez pas dire non par peur de froisser votre ami. C'est de la faiblesse. La gentillesse authentique implique parfois de créer un inconfort temporaire pour maintenir une relation saine sur le long terme. C'est comme un médecin qui doit faire mal à court terme pour guérir à long terme. Par exemple, dire à un ami qu'il a un comportement problématique peut être désagréable sur le moment, mais c'est un acte de vraie gentillesse si cela l'aide à s'améliorer. La faiblesse, elle, se cache souvent derrière de nobles intentions. Je ne veux pas blesser les autres, je dois être là pour eux. C'est égoïste de penser à moi. Ces phrases sont les alibis préférés de la faiblesse qui se fait passer pour de la gentillesse. La vérité, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas la bienveillance qui nous pousse à agir ainsi, mais la peur. Peur du rejet, peur de la solitude, peur du jugement. Un autre signe distinctif. La vraie gentillesse n'attend rien en retour, tandis que la faiblesse déguisée en gentillesse est souvent accompagnée d'attentes implicites. Quand vous dites oui, en espérant secrètement que l'autre personne reconnaîtra votre sacrifice ou vous rendra l'appareil, ce n'est plus de la gentillesse. C'est une forme subtile de manipulation. La gentillesse authentique est comme une batterie bien chargée. Elle peut donner de l'énergie parce qu'elle en a en réserve. La faiblesse, elle, est comme une batterie qui continue de vouloir alimenter des appareils alors qu'elle est déjà à plat. Non seulement c'est inefficace, mais c'est aussi dangereux pour la batterie elle-même. En résumé, la vraie gentillesse renforce à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, tandis que la faiblesse déguisée en gentillesse affaiblit les deux. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à faire la différence pour pouvoir cultiver une gentillesse authentique qui vient de la force plutôt que de la peur. Sujet numéro 3. Maintenant que nous avons compris pourquoi il est essentiel de poser des limites, passons aux techniques concrètes pour y parvenir. La bonne nouvelle, c'est que poser des limites est une compétence qui s'apprend, comme la natation ou la cuisine. Et comme toute compétence, elle demande de la pratique et de la patience. Commençons par la technique du délai de réflexion. C'est votre première ligne de défense contre la gentillesse excessive. Quand quelqu'un vous fait une demande, au lieu de répondre instantanément par un « oui » automatique, prenez l'habitude de dire « je vais y réfléchir et je te donne ma réponse plus tard ». Cette simple phrase est magique pour plusieurs raisons. D'abord, elle vous donne le temps de vérifier si vous voulez vraiment dire oui. Ensuite, elle montre que votre temps et votre énergie ont de la valeur. Ils méritent votre réflexion. Enfin, elle habitue les autres à ne pas attendre de vous une disponibilité immédiate. La deuxième technique est celle du non positif. L'erreur classique quand on commence à poser des limites, c'est de s'excuser excessivement. « Je suis vraiment désolé, je ne peux pas, je me sens tellement mal ». Ce genre d'excuse excessive invite l'autre personne à insister et affaiblit votre position. À la place, utilisez le non positif. « Je ne suis pas disponible ce week-end, mais je peux t'aider la semaine prochaine. » Ou « Ce projet ne correspond pas à mes priorités actuelles, mais je peux te recommander quelqu'un d'autre. » Vous restez constructif tout en étant ferme. Troisième technique, la règle des 24 heures. C'est un excellent moyen de repérer vos faux « oui ». Si vous vous surprenez à regretter systématiquement vos engagements après 24 heures, c'est un signal clair que vous avez dit « oui » pour de mauvaises raisons. Commencez à tenir un journal de vos regrets pendant une semaine. Notez chaque fois que vous pensez « j'aurais dû dire non ». Ces observations vont vous aider à identifier vos schémas de faiblesse. La technique du test de l'inverse est particulièrement puissante. Avant de dire oui à une demande, posez-vous la question. Est-ce que cette personne ferait la même chose pour moi? Ou mieux encore, si les rôles étaient inversés, est-ce que je trouverais cette demande raisonnable? Si la réponse est non, c'est un indice important.
que vos limites sont en train d'être franchies. Une autre technique essentielle est celle des limites progressives. Si vous avez l'habitude d'être toujours disponible, ne passez pas du jour au lendemain à refuser tout. Commencez par poser des petites limites dans des situations à faible enjeu. Par exemple, si un collègue a l'habitude de vous interrompre 10 fois par jour, commencez par dire « Je ne serai pas disponible entre 14 h et 16 h, c'est mon créneau de concentration ». N'oubliez pas la technique du sandwich de communication. Commencez par quelque chose de positif, énoncez votre limite, terminez sur une note constructive. Par exemple, « J'apprécie que tu penses à moi pour ce projet, positif. Je ne pourrai pas m'en occuper car mon planning est déjà complet, limite. Je peux te donner les contacts de personnes compétentes qui pourraient t'aider, constructif. » Enfin, il y a la technique de l'ancrage physique. Quand vous sentez que vous allez céder par habitude, ancrez-vous physiquement. Pieds bien plantés au sol, respiration profonde, épaules détendues. Cette posture vous aide à rester ferme dans votre décision. Le secret pour que ces techniques fonctionnent, c'est de les voir comme des muscles qu'il faut entraîner régulièrement. Au début, ça peut sembler inconfortable, même douloureux. Mais avec le temps, poser des limites devient aussi naturel que respirer. Sujet numéro 4. Développer son assertivité, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on bégaie, on hésite, on fait des erreurs, et c'est parfaitement normal. L'assertivité, c'est cette capacité à exprimer ses besoins et ses limites de manière claire et respectueuse, sans agressivité ni passivité. Voyons comment la développer concrètement. Commençons par la base, le langage corporel assertif. Votre corps parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Tenez-vous droit, gardez un contact visuel stable, mais pas fixe. Parlez d'une voix posée et claire, évitez les postures de soumission, comme croiser les bras, regarder le sol, ou parler d'une voix à peine audible. Votre corps doit dire « Je suis là, je suis légitime », avant même que vos mots ne le fassent. Passons au vocabulaire de l'assertivité. Bannissez les expressions qui minimisent vos besoins, juste, peut-être, un peu, si ça ne te dérange pas. Remplacez « Je suis désolé, mais » par « J'ai décidé que ». Transformez « Je ne peux pas » en « Je ne veux pas ». Ces petits changements de langage reflètent un changement profond de mentalité. Vous n'êtes plus en train de vous excuser d'exister, vous affirmez vos choix. L'assertivité commence par les petites choses. Entraînez-vous dans des situations à faible enjeu. Au restaurant, si votre plat n'est pas comme vous l'aviez commandé, signalez-le poliment. Dans les magasins, si un vendeur est trop insistant, osez dire « Non merci, je préfère regarder seul ». Ces petites victoires construisent votre confiance pour les situations plus importantes. Un aspect crucial de l'assertivité est la gestion du silence. Les personnes non assertives ont tendance à remplir les silences par des justifications infinies. Apprenez à être à l'aise avec les silences. Dites non, expliquez brièvement si nécessaire, puis arrêtez de parler. Ne vous sentez pas obligé de convaincre l'autre personne que votre non est légitime. L'assertivité, c'est aussi savoir exprimer ses émotions de manière appropriée. Utilisez des messages « je me sens frustré quand »,« je suis mal à l'aise lorsque »,« j'ai besoin de ». Cette formulation permet d'exprimer vos sentiments sans accuser l'autre personne, tout en restant ferme sur vos besoins. Un outil puissant est la technique du disque rayé. Quand quelqu'un insiste malgré votre refus, répétez calmement la même phrase, sans agressivité mais sans céder. « Je comprends, mais ce n'est pas possible pour moi. Je comprends, mais ma décision est prise. Je comprends, mais je ne changerai pas d'avis. » N'oubliez pas que l'assertivité inclut aussi la capacité à recevoir des refus. Si vous demandez quelque chose et qu'on vous dit non, acceptez-le gracieusement. C'est en respectant les limites des autres que vous apprenez à faire respecter les vôtres. Un point souvent négligé, l'assertivité numérique. Dans nos messages, emails et communications en ligne, appliquez les mêmes principes.
Évitez les « désolé de te déranger ». Au début de chaque email, ne répondez pas instantanément à chaque message. Posez vos limites aussi clairement en ligne qu'en personne. Enfin, rappelez-vous que devenir assertif ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, c'est parce que vous vous respectez vous-même que vous pouvez vraiment respecter les autres. L'assertivité bien comprise renforce les relations au lieu de les fragiliser. Sujet numéro 5. Les exemples concrets sont souvent le meilleur moyen de comprendre comment appliquer tout ce que nous avons vu. Je vais vous présenter des situations que vous avez probablement déjà vécues avec des solutions concrètes qui fonctionnent dans la vraie vie. Situation 1. Le collègue profiteur. C'est ce fameux collègue qui arrive toujours vers vous en disant « Tu es la meilleure, tu peux m'aider juste 5 minutes ?» Et bien sûr, ces 5 minutes deviennent des heures. Solution. Je vois que tu as besoin d'aide régulièrement. Je dois me concentrer sur mes propres objectifs. Je te suggère d'en parler à notre responsable pour avoir plus de ressources. Si vous craignez de paraître dur, rappelez-vous que c'est son travail, pas le vôtre. En continuant à l'aider, vous l'empêchez de développer son autonomie et vous sacrifiez votre propre productivité. Situation 2. L'ami chroniquement en retard. Nous avons tous cet ami qui considère que l'heure du rendez-vous est une suggestion vague. Vous attendez encore et encore, en bouillonnant intérieurement. Solution. J'ai remarqué que nos horaires ne correspondent pas. Dorénavant, si tu as plus de 15 minutes de retard, je ne t'attendrai pas. Ce n'est pas contre toi, c'est juste que mon temps est précieux. Et surtout, appliquez cette règle. La première fois que vous partez vraiment, le message passera. Situation 3. La famille intrusive. Tante Monique qui vous demande pour la 1000e fois pourquoi vous n'êtes pas encore marié, ou l'oncle Robert qui commente votre poids au repas de Noël. Solution. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais ces commentaires sur ma vie personnelle me mettent mal à l'aise. Si tu continues, je devrais m'éloigner de la conversation. Si nécessaire, levez-vous vraiment et partez. La famille doit apprendre que l'amour ne donne pas le droit d'être intrusif. Situation 4. Le boss qui déborde sur votre temps personnel. Ces emails du dimanche soir, ces appels pendant vos vacances. Solution. Je veux être efficace au travail, c'est pourquoi j'ai besoin de vraies périodes de déconnexion. Je ne serai pas disponible le week-end, en vacances, mais je traiterai ces demandes en priorité à mon retour. Soyez prêts à tenir cette position, même si on vous fait remarquer que les autres répondent « eux ». Situation 5. L'ami qui ne parle que de ses problèmes. Chaque conversation devient une séance de thérapie gratuite. Solution. Je tiens à notre amitié, mais j'ai l'impression que nos conversations tournent beaucoup autour de tes difficultés. J'aimerais qu'on trouve un meilleur équilibre, ou peut-être qu'un professionnel pourrait t'aider plus efficacement que moi. Situation 6. Le vendeur insistant. Que ce soit en boutique ou au téléphone, certains vendeurs ne comprennent pas le non. Solution. Ma décision est prise, je ne suis pas intéressé, bonne journée. Et raccrochez ou éloignez-vous. Pas besoin de justification, pas besoin de débat. Situation 7. Le proche qui emprunte de l'argent. Ces demandes qui mettent mal à l'aise mais qu'on n'ose pas refuser. Solution. Je ne mélange plus argent et relations personnelles. C'est une règle que je me suis fixée. Je peux t'aider à faire un budget ou à trouver des ressources, mais je ne peux pas te prêter d'argent. Dans toutes ces situations, remarquez les points communs. Pas d'agressivité, pas d'excuses excessives, des limites claires et surtout, la volonté de maintenir la relation tout en se respectant. L'objectif n'est pas de punir l'autre ou de rompre le lien, mais d'établir des relations plus saines et équilibrées. Conclusion. Vous vous demandez peut-être, mais si j'arrête d'être gentil, est-ce que je ne vais pas devenir une personne horrible ? C'est exactement l'inverse qui va se produire. En apprenant à poser des limites saines,
vous devenez paradoxalement une meilleure personne, plus authentique et plus respectueuse. Pensez-y comme à un compte bancaire émotionnel. Quand vous êtes constamment en train de donner sans jamais recharger vos batteries, vous finissez par faire faillite émotionnellement. Mais quand vous gardez un équilibre sain entre donner et recevoir, vous avez toujours assez de ressources pour être vraiment là quand c'est important. Rappelez-vous que la vraie gentillesse n'a rien à voir avec l'abnégation totale qu'on nous a vendue. La vraie gentillesse, c'est d'être honnête dans vos relations. C'est dire non quand c'est nécessaire pour ne pas accumuler de ressentiment. C'est établir des limites claires pour que les autres sachent à quoi s'attendre de vous. C'est vous respecter suffisamment pour que les autres vous respectent aussi. En posant des limites saines, vous créez, en réalité, un espace où les relations authentiques peuvent s'épanouir. Les personnes toxiques s'éloigneront naturellement, ne trouvant plus en vous une proie facile. Et les personnes saines seront attirées par votre authenticité et votre respect de vous-même. C'est un voyage qui demande du courage. Il y aura des moments inconfortables, des personnes qui résisteront au changement, des doutes qui vous feront hésiter. Mais chaque fois que vous choisirez le respect de soi, plutôt que la complaisance, vous construirez une vie plus authentique et plus épanouissante. La prochaine fois qu'on vous dira que vous n'êtes pas assez gentil, prenez-le comme un compliment. Cela signifie probablement que vous commencez à établir des limites saines. Souvenez-vous que vous n'êtes pas sur Terre pour répondre aux attentes des autres, mais pour vivre en accord avec vos propres valeurs. Et finalement, la plus belle ironie dans tout ça, c'est qu'en arrêtant d'être gentil, vous devenez véritablement bienveillant. Car la vraie bienveillance ne peut venir que d'une personne entière, authentique et en paix avec elle-même. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez petit, progressez à votre rythme, mais commencez. Car comme le dit le proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Merci de rester jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez. J'aime cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo.